bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans Coopération, le podcast de la DCSD, la direction de la coopération de sécurité et de défense. Une fois n'est pas coutume, nous sommes de retour à Paris avec François Millard. Bonjour. Bonjour. Nous allons suivre votre parcours, vous allez nous parler de tout ça parce que vous avez un parcours extrêmement intéressant. Cette fois-ci, on n'aura pas ni de policiers, de militaires, de marins, de personnel de la sécurité civile. Un pur et dur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous allez nous parler de tout ça. Alors, on va d'ailleurs commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre parcours en quelques mots ? Oui, donc bonjour. Donc François Millard, je suis secrétaire de chancellerie. Je suis rentré au ministère des Affaires étrangères il y a maintenant quelques années. En 2008, j'ai passé le concours, mais j'avais déjà une expérience à l'étranger qui était un peu plus longue puisque c'est dès les années 2000 que je me suis rapproché d'un consulat parce que j'étais à l'étranger et que j'ai pu travailler en tant qu'agent de droit local sur des fonctions plutôt de coopération culturelle. Donc en 2008, j'ai passé un concours qui m'a permis d'intégrer vraiment le ministère et puis au fur et à mesure donc de ma carrière d'avancer, de changer de fonction et de pays en passant sur diverses affaires consulaires comme l'état civil, comme les affaires sociales et puis être adjoint de consul. C'est quoi les affaires sociales, l'état civil, ça consiste en quoi ? Alors, l'état civil, c'est tout ce que vous avez en mairie habituellement, donc les naissances, les mariages et bien sûr les décès. Pour les affaires sociales, c'est toutes les problématiques des Français à l'étranger, donc les gens qui sont à la fois malades, donc hospitalisés, emprisonnés, mais aussi toute la protection qu'on peut avoir en France, donc les bourses scolaires par exemple, ou l'assistance au quotidien pour les personnes âgées. Très bien. Vous disiez en 2008, donc vous rentrez sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais en 2000, vous êtes agent de droit local. Alors c'est où, c'est quoi ? Alors, agent de droit local, c'est une disposition particulière qui permet de recruter quelqu'un sur place dans un consulat, dans une ambassade, pour être sur des fonctions qui sont des fonctions de support dans un établissement à l'étranger. Ce sont des agents qui sont très importants puisque en fait ils sont assez nombreux dans ce ministère et qui permettent aux agents titulaires en fait de se reposer sur des gens qui ont des connaissances particulières. Et qui restent, eux, sur place, en général, pendant des années. Contrairement à nous, agents du Quai d'Orsay, qui bougeons tous les 3 ou 4 ans. Donc, ils ont une expérience et une connaissance du milieu qui apporte un point de vue bien particulier et important pour nous qui bougeons. J'ai l'impression que la diplomatie, c'est un monde un petit peu à part. Alors, est-ce que je me trompe ? Est-ce que je suis totalement à côté de la plaque ? Et alors, notamment, vous en parlez, vous êtes au ministère depuis 2008. Donc, est-ce que c'est un monde à part ? Est-ce qu'on peut y faire carrière ? Est-ce que les gens qui rentrent dans la diplomatie vont y passer, et peuvent y passer toute leur vie ? En tout cas, toute leur carrière professionnelle ? Alors oui, c'est un monde à part parce qu'on a des contraintes particulières puisqu'on bouge régulièrement. Ce n'est pas accepté par tout le monde. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête à partir du moment où on passe ce concours et qu'on choisit donc de mener une carrière, puisqu'on peut mener une carrière aux affaires étrangères. Mais c'est une volonté à la base, effectivement, de servir son pays à l'étranger. Donc être au service de la France, être au service des Français à l'étranger. Et c'est vraiment, pour moi, une vocation.
C'est à part parce que il faut savoir que non seulement l'agent part, mais l'agent part avec sa famille également, donc cela implique des contraintes particulières. Il faut être préparé à ce genre de choses. C'est pas quelque chose comme quand vous êtes simplement en France, vous dire bon bah là je rentre le soir à la maison et puis ma mission elle est terminée jusqu'à demain matin. Non, c'est une implication qui est au quotidien, qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus importante et qui entraîne bon an mal an la famille également. J'entends les mêmes réflexions qu'on peut entendre avec des militaires, des coopérants, policiers, marins qui sont en outre-mer, cette notion de servir et puis aussi le départ en famille. Enfin, tout ça, c'est finalement, vous vivez exactement les mêmes choses et vous avez ces mêmes valeurs. Il y a une similarité, effectivement. Alors, contrairement justement peut-être aux militaires où, selon certains types de missions, ils partent bien sûr seuls, nous, c'est nécessairement, on part en famille. Sauf vraiment cas particulier, quelques pays vraiment où on serait plus en danger. Mais globalement, c'est vrai qu'on peut comparer. Il y a une sorte de parallèle qui peut se faire entre les deux ministères. Alors, vous avez travaillé, quand je lis le CV, en Asie, en Afrique, en Europe. Vous avez des expériences qui vous ont plus marqué que d'autres, et si c'est le cas, pourquoi ? Oui, alors quand j'ai passé une partie importante de ma carrière en Asie, puisque avant de rentrer au ministère, et puis à partir du moment où je suis devenu titulaire, j'ai passé, je crois, 16 ans en Asie, ce qui est quand même une partie importante. J'ai passé également 4 ans en Afrique, et puis donc mes retours en centrale en France. Dans les expériences particulières, j'en ai une qui me vient assez facilement à l'esprit, c'est les rapatriements sanitaires. Les rapatriements sanitaires, donc cela fait partie des affaires sociales. C'est quelque chose qui est très particulier puisqu'on n'est pas forcément formé par rapport à ce genre de choses, puisque c'est très médical à la base, mais il faut savoir accompagner un Français en détresse à l'étranger. Il faut savoir alerter en centrale, il faut savoir qui contacter également au niveau des hôpitaux. Et c'est une grosse machine qui se met en place très très vite, car il faut être très réactif parce que les conséquences peuvent être assez importantes. Donc voilà, ce serait plutôt ce volet-là qui m'a beaucoup marqué. C'est très formateur, c'est quelque chose qui peut impacter personnellement. Il faut savoir prendre du recul par rapport à ça, c'est pas toujours simple. Mais je pense que c'est la partie qui était la plus difficile, mais aussi la plus intéressante. Vous avez vécu ou au moins fait des exercices sur les évacuations de ressortissants ? Oui et non. Alors, pas dans le sens peut-être militaire de la chose, mais effectivement, on a un logiciel qui prépare à l'évacuation. On a également un découpage qui fait qu'on sait quel type de Français sont à quel endroit, etc. On a des référents sur place. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare au niveau consulaire et en coordination avec l'ambassade. Et puis, quand il y a des coopérants militaires sur place, avec l'AD, les coopérants. Oui. Alors, votre carrière, on a déjà un petit peu abordé ça, c'est marqué par une grande diversité de postes, en France, à l'étranger, ces nombreuses années en Asie notamment, dans le domaine consulaire, diplomatique, la coopération. Qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à rejoindre la DCSD ? Alors c'est un peu un hasard. Il fait bien les choses alors. C'est un peu un hasard. Oui, je ne m'en plains pas du tout. En fait, j'étais lauréat de concours en 2023. Puisque j'étais avant agent de catégorie C, je suis passé catégorie B, donc secrétaire de chancellerie en 2023. Et donc j'étais sur une série de 3 postes. J'avais passé 12 ans à l'étranger et étant lauréat de concours, on m'a proposé une liste de postes disponibles. Dans cette liste de postes, il y avait la DCSD. Comme j'avais géré à un moment de ma carrière des stagiaires étrangers, des étudiants étrangers qui partaient vers la France, l'affectataire m'avait dit bon, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, sachant que vous avez aussi un côté un peu mili, il va regarder mon CV, qui pourrait faire en sorte que les choses aillent assez bien. Ce que je dirais, c'est que la DCSD, à la base, au sein du ministère des Affaires étrangères, n'est pas forcément très connue. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est une belle direction. Et on n'en parle peut-être pas assez, on n'est peut-être pas assez visible. Voilà, on est là pour ça. Aujourd'hui. Et puis,
peut-être que c'est quelque chose qui, comme c'est vraiment de l'interministérialité, peut-être que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur à certains de mes collègues. Moi, je pense qu'au contraire, c'est très intéressant. On a des expériences chacun qui sont à valoriser, à mettre en commun, à mettre en avant, et je le vois bien aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut avoir des discussions qui sont vraiment transverses et qui aboutissent vraiment sur la COP de manière globale. Et là, on est totalement dans notre rôle. Alors aujourd'hui, justement, vous venez de parler de stagiaires. Vous êtes rédacteur au bureau formation et stagiaire de la DCSD. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle dans ce bureau, les missions que vous menez, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors, rédacteur, c'est un terme assez global dans ce ministère. Ici, moi, je suis plutôt sur les fonctions budgétaires, avec de la gestion et puis du contrôle de budget, à la fois sur les crédits centralisés et décentralisés. Et puis, il y a donc ce deuxième volet qui est l'accompagnement des stagiaires étrangers qui arrivent vers la France. Quelle est l'importance de la formation et l'accompagnement de ces stagiaires dans la coopération de sécurité et de défense ? On a déjà abordé ce sujet des stagiaires du point de vue des coopérants, qui les envoyaient en France, qui leur proposaient. Vous le voyez du côté de la direction centrale, ça a une place vraiment particulière au sein de la DCSD ? Alors, au sein de la cellule dans laquelle je suis, on a vraiment ce côté administratif pur, puisque c'est du suivi avec de l'achat des billets d'avion, avec des problématiques de train, avec de l'hôtellerie, avec de l'hébergement, etc. Donc on est vraiment stricto sensu dans la partie logistique, oui. C'est de la logistique. Vous voyez l'importance et le volume. Alors par contre, oui, effectivement, un volume important, puisque on a un grand nombre de stagiaires qui arrivent vers la France sur tout type de formation, puisque vous avez des formations qui sont purement militaires, terre, air, mer, mais aussi de la gendarmerie, de la police. Donc c'est très très large. Des langues également. Coopération, tout simplement parce que effectivement, on va avoir un rapport particulier avec des pays, avec des partenaires, et cette coopération, elle servira sur du long terme. Le sens de coopération, comme j'ai pu le connaître dans la coopération culturelle, c'est amener des partenaires à établir des relations sur des années, avec des gens qui vont progresser dans leur hiérarchie, avec des gens qui auront des rôles de plus en plus importants dans leur pays, et qui auront un regard bienveillant, un regard amical, un regard avec des liens qui ont été tissés au fur et à mesure de ces formations, de ces rencontres. C'est combien de stagiaires par an qui sont formés, qui viennent en France ? Alors, si je ne me trompe pas, on est en gros à 1400 stagiaires. C'est énorme, oui. C'est beaucoup. Et l'arrivée des stagiaires, elle se fait à l'initiative des pays, de la DCSD ? Comment ça se passe ? C'est très compliqué. Nous avons des officiers géographiques donc, qui, au moment de la programmation budgétaire, donc, vont établir des priorités. Nous avons des demandes des postes. Donc il faut que les deux discutent. Donc il va y avoir effectivement dans tel pays ou tel pays des besoins qui vont être identifiés. Et puis donc les officiers géographiques vont dire effectivement ça c'est ce qui nous intéresse. Et nous avons un catalogue de formations donc, qui liste l'ensemble des formations proposées par nos armées. Donc nous avons différents types de pays, des pays où on prend en charge intégralement, des pays qui sont on va dire, où financièrement parlant, il n'y a pas de problème, où eux vont financer ces formations. Et donc toute cette machine se met en place selon les besoins et selon les offres que nous pouvons avoir. Vous connaissez bien l'univers de la diplomatie. Enfin, maintenant, ça fait quelques années. En tout cas, vous y êtes à l'aise. Quel regard vous portez sur la DCSD ? Vous avez un petit peu abordé le sujet. Sur cette coopération, sur ce côté interministériel, sur le fait de travailler finalement avec plusieurs ministères. On n'a pas que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Intérieur, le ministère des Armées. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous portez comme regard justement sur cette particularité ? Encore une fois, pour moi, c'est très intéressant de pouvoir démultiplier justement ces connaissances, ces savoirs et ces approches. Nous avons tous dans nos ministères des particularités, qu'on le veuille ou non. On a été, je ne vais pas dire formaté, mais presque. On a appris à avoir un langage bien particulier, on a un cheminement de pensée qui fait qu'on va plutôt avoir une appétence pour tel ou tel sujet. Je pense que ce brassage, ce mélange de cultures de différents ministères est important parce qu'il nous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale en fait que si on est resté stricto sensu sur nos visions habituelles.
Et vous voyez des différences d'état d'esprit, de mentalité, vous savez, quand vous adressez aux gens qui ne sont pas forcément dans une tenue militaire ou de policier ou autre, ou est-ce que finalement ici, la patte des CSD prend le pas sur les autres ministères ? Alors, on a quand même beaucoup de militaires à la DCSD. On a beaucoup de ministères. On est même relativement peu du ministère des Affaires étrangères. Notre directeur est un général, ce qui fait aussi la différence. L'empreinte militaire est importante. Je pense qu'elle est vraiment importante, mais c'est justement ce qui fait cette particularité au sein de cette direction. Et moi, c'est quelque chose qui m'a séduit, personnellement, parce que justement, je trouve qu'il y a un côté peut-être plus direct que ce qu'on pourrait avoir d'habitude au Quai d'Orsay. Le langage est assez fléché. C'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie, mais enrobée du vocable du MINARM. Et là, encore une fois, c'est intéressant de voir justement ces genres se mélanger. On peut avoir des discussions très franches, je trouve, au sein de la DCSD, qu'on n'aura pas forcément dans toutes les directions. C'est mon point de vue personnel. Puis alors là, je fais une petite parenthèse. Je crois que vous avez une certaine appétence pour la chose et le domaine militaire. Oui, c'est pas totalement un hasard si je suis là, effectivement. Alors, c'est pas seulement la coupe, hein. Non, effectivement, je suis intéressé par l'histoire militaire française et plus large, hein, les conflits du XXe siècle depuis très longtemps. Donc, j'ai pas de problème à dialoguer avec des gens du MINARM, et au contraire, c'est plutôt un plaisir, et collectionneur également. Ouais. Quand vous étiez en ambassade, vous y avez quand même passé pas mal d'années, vous aviez déjà des relations avec les gens de la DCSD. Est-ce que vous saviez ce que c'était ? Alors, en Asie, pas trop, puisqu'en Asie, en fait, à part mon expérience en Thaïlande où on avait un AD, mais c'était pas exactement un attaché de défense. Un attaché de défense, donc c'était pas encore pas exactement la même chose. En Afrique, oui. En Afrique, j'ai passé 4 années au Togo, et effectivement, nous avions des gens de la DCSD et des coopérants sur place. Donc c'est effectivement des militaires que nous côtoyons régulièrement. Et je me rappelle d'ailleurs, dès mon arrivée, parce qu'on rentre en poste le 1er septembre, la première semaine, nous avions eu l'occasion de nous retrouver tous ensemble pour Bazeille. La fête des troupes de marine. La fête des troupes de marine, voilà, tout à fait. Alors, un grand souvenir. On peut pas trop en parler dans le podcast. On rentrera pas dans les détails. Pas dans le détail. Vous avez travaillé, on a déjà abordé ce sujet sur la formation, sur les stagiaires, mais je sais que vous avez aussi touché sur l'apprentissage des langues. Oui. Quel rôle joue la DCSD dans cet apprentissage des langues ? Alors, vous avez vu aussi Garance Jeunet sur un podcast dédié à ça. On mettra tous les liens dans le podcast. Alors, effectivement, moi, lors de mes premières expériences à l'étranger et en relation avec le consulat général de France à Ho Chi Minh, en travaillant en service consulaire, j'ai travaillé beaucoup sur l'apprentissage des langues et le fléchage des étudiants étrangers vers la France. Donc, j'ai moi-même une formation en français langue étrangère. Donc, pour la DCSD, c'est très important d'avoir des étudiants qui ont un bon niveau de français pour une bonne compréhension, pour une bonne intégration dans les futures formations. Dès lors, ce que l'on peut mettre en place, ce que l'on met en place actuellement, c'est à la fois du lectorat à l'étranger. Donc on envoie des lecteurs pour former déjà certains futurs stagiaires, a priori, dans leur pays d'origine, ce qui permet ensuite une meilleure sélection pour envoyer des stagiaires vers la France, où ils seront intégrés avec d'autres stagiaires d'autres pays. Donc on a ça, et on a également le CIFR pour les formations en langue. Donc on envoie aussi des stagiaires et des futurs formateurs qui eux-mêmes pourront exercer dans leur pays. Oui, c'est un centre de formation, c'est ça ? On en avait parlé dans le podcast. Juste une petite parenthèse là-dessus. Vous qui avez cette patte français langues étrangères et qui avez été en Asie là-dessus, est-ce que le français il a encore sa place ? Oui, espérons. En tout cas, vous faites tout pour. Mais... oui. Alors on fait beaucoup pour, mais c'est vrai que malheureusement l'anglais est omniprésent. Mais la francophonie est toujours en place.
toujours vaillante. Je pense qu'elle a toute son importance dans des pays, genre je pense au Vietnam, au Cambodge par exemple, mais la Thaïlande également. Moi, j'aimerais bien savoir, quand dans les années 2000, vous étiez en ambassade, vous étiez en poste à l'étranger, et donc à quelques reprises, vous aviez croisé des gens de la DCSD, vous aviez certainement une opinion, en tout cas une vision de la DCSD, peut-être un peu éloignée, un peu lointaine. Est-ce que elle a changé cette perception de la DCSD? En plus, maintenant que vous y travaillez, est-ce qu'elle a évolué aussi? Je pense que malheureusement c'était mal connu à l'époque où moi j'étais encore en poste, sauf peut-être sur mon dernier poste d'ailleurs sur le Togo, mais sur les postes précédents c'était un petit peu mal connu. Le fait d'être maintenant au sein de la DCSD, je comprends mieux l'intégralité des missions, le pourquoi de ces formations, et pour moi c'est vraiment complémentaire justement de l'action globale des directions géographiques que l'on a au Quai d'Orsay, cette influence qu'on peut avoir avec vraiment l'aspect militaire. C'est complémentaire de l'ensemble de cette diplomatie. C'est une partie intégrante de la diplomatie. On parlait d'armée et on va bientôt conclure ce podcast et on a abordé cette passion de vos collections. La DCSD, ça vous a permis de vous rapprocher un petit peu là, de ces militaires que vous aimez bien et de cette histoire qui vous passionne tant? Oui, bah alors même sans m'en rapprocher, puisque j'étais déjà assez proche d'un certain nombre d'entre eux. Mais oui, effectivement. Et puis c'est un plaisir. Alors j'ai particulièrement de la chance, puisque j'ai un adjoint qui est fabuleux, qui m'apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur le travail en lui-même, plus partie comptable, etc. Mais également avec qui on peut partager des expériences, qui me raconte une partie de son parcours, etc. Et puis au sein de cette direction, il y a effectivement des gens qui ont des parcours très impressionnants, qui ont beaucoup bougé, qui ont vécu des choses personnelles, et moi d'un point de vue collectionneur, amateur d'histoire, effectivement c'est d'autant plus intéressant de pouvoir partager ça. Oui, on en revient sur cette importance quand même, ce qui fait cette touch, non je vais pas dire en anglais, c'est pas bien, cette touche de la DCSD, cette diversité d'expériences en fait, des gens qui se retrouvent se retrouvent ici. Vous avez déjà au sein du MINARM, vous avez des gens qui sont donc d'armes différentes, donc qui ont des expériences très différentes elles-mêmes, mais aussi des gens qui ont des carrières longues, qui ont vécu notre diplomatie, notre vision du monde à des époques différentes et qui ont justement des expériences qu'on ne verra peut-être plus jamais. Et ça fait partie de l'histoire avec un grand H, et c'est très intéressant, très, très appréciable de pouvoir côtoyer justement ces personnes. Encore une fois, en tant qu'amateur d'histoire, si on ne regarde pas son passé, on ne comprend pas l'avenir. Donc, Pour conclure cet épisode, vous êtes dans un repas un soir avec des amis, on vous demande ce que vous faites, vous expliquez un petit peu comment vous allez résumer, comment vous allez leur expliquer l'importance de la DCSD, sa place dans le milieu des affaires étrangères et les coopérants. Vous allez leur dire quoi? C'est pas évident, ça dépend du public en général. Alors, on a un public très ouvert, très, très acquis à la chose, un public bienveillant. Un public bienveillant. C'est le public bienveillant est acquis justement à cette vision de la coopération et du transfert de savoir-faire, du partage également, puisque quand vous formez quelqu'un qui vient d'un pays africain, asiatique, européen également. Il y a non seulement effectivement il y a une transmission de savoir, mais il y a un retour d'expérience, il y a un partage de la vision de mon pays pense comme ça et peut-être que vous devriez. Et c'est une analyse, une balance qui se fait. Donc quand vous êtes dans un repas et que vous discutez avec des gens qui comprennent que globalement on est dans la mondialisation et que effectivement les nations restent importantes, mais qu'il faut avoir une vision qui est beaucoup plus globale, la coopération prend tout son sens. Pour moi, c'est une évidence. Alors, d'habitude, on interviewe des coopérants, et ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes un coopérant heureux? Moi, je vais vous demander, est-ce que vous êtes heureux d'être à la DCSD? Oui. Oui, je suis heureux d'être à la DCSD. D'ailleurs, j'aurais pu demander à partir plus vite. Mais non, je reste. Je ferai mes 4 années à la DCSD. Je suis bien là. Je suis dans une direction qui est très intéressante, encore une fois. Et je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Donc, j'attends ma prochaine affectation qui sera à l'étranger. Mais en tout cas, je passerai mes 4 années au sein de la DCSD.
François Millard, merci. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous mettez 5 étoiles, vous laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et on se retrouve très très vite avec un coopérant à l'autre bout du monde ou peut-être à la direction centrale, on verra bien. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.